24, c'était un terrain d'entente que cherchait le secrétaire d'État américain ce soir à Moscou, car en ce qui concerne la Syrie, disait John Kerry, aujourd'hui les intérêts sont communs. Il s'agit de stabilité régionale, une stabilité régionale sans doute remise en cause par les frappes israéliennes des derniers jours. 3 frappes depuis le début de l'année. Vous voyez sur cette carte la première du 29 janvier près de la frontière. Il s'agissait d'une frappe sur un convoi de missiles anti-aériens syriens, et puis celle du 3 mai sur Damas, un dépôt d'armes, nous dit-on, sous contrôle du Hezbollah, et puis celle du 5 mai sur Jamraya, qui aurait tué 42 soldats syriens. Nous en parlons ce soir. Pour ce qui est de la part des Israéliens, leur ministre des Affaires étrangères ce soir dit que son pays ne s'implique pas dans la guerre civile en Syrie. Le Hezbollah, de son côté, ce soir, dit y voir un coup de pouce pour les extrémistes sunnites qui cherchent à renverser Bachar el-Assad. Qu'en est-il vraiment, et surtout quelles seront les conséquences de ces frappes sur le conflit syrien? C'est la question qui sera ce soir au cœur de notre débat avec mes invités. Fabrice Balanche, qui est maître de conférence à l'Université Lyon 2, directeur du groupe d'études et de recherche sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Imad Oussari, activiste syrien et membre du comité de coordination locale en Syrie. Bonsoir. Qatar Abou Diab aussi, politologue, enseignant en relations internationales à l'Université Paris-Sud, et Jean-Paul Chagnolo, qui est directeur de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient, professeur des universités et directeur aussi de la revue Confluence méditerranéenne. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous ce soir. Je vous propose tout de suite de prendre la direction de Jérusalem pour y rejoindre notre correspondante sur place, Christelle Bernot, pour les toutes dernières informations. Il s'agit de l'enlèvement sur le plateau du Golan de 4 observateurs de l'ONU. Christelle. Oui, on l'a appris en fin d'après-midi. Ils sont de nationalité philippine. L'enlèvement a été revendiqué par les rebelles qui affirment qu'ils ont été kidnappés pour les protéger contre des combats en cours entre les rebelles syriens et l'armée de Bachar el-Assad. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un enlèvement. En mars dernier, 21 membres des Nations Unies avaient été kidnappés puis relâchés quelques jours plus tard. Et puis ce matin, un obus de mortier a été tiré depuis la Syrie vers le sud du Golan, la partie contrôlée par Israël. L'armée israélienne a affirmé que ce tir n'était seulement que faisait suite à des combats entre les rebelles et l'armée de Bachar el-Assad. Alors c'est une frontière, bien sûr, Jean-Paul Chagnolo, qu'on va regarder de très près, qui a été finalement relativement calme malgré tout ces 2 dernières années. Quelques incidents ont été signalés, mais un calme finalement relatif. Et pourtant, avec ces frappes israéliennes, c'est vraiment une escalade que l'on craint le long de cette frontière et dans la région. Oui, je crois que c'est un peu excessif de parler d'escalade. Je crois que le risque existe toujours dans cette région. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur un terme moyen, sur 10 jours ou 3 semaines. Mais fondamentalement, je crois qu'on ne peut pas parler d'escalade parce que je pense que les Syriens n'ont évidemment pas intérêt à répondre. Ils sont suffisamment affaiblis sur le plan militaire pour ouvrir ce qui serait une sorte de deuxième front. Et je pense que les Israéliens n'ont pas non plus intérêt à étendre une guerre, parce que ça pourrait se déclencher ensuite en rafale, si j'ose dire, avec le Liban, avec le Hezbollah. Et donc, je n'imagine pas qu'il y ait une escalade. Je pense qu'on n'a pas intérêt aujourd'hui, ni les uns ni les autres, à enclencher quelque chose qu'ensuite, personne ne pourra maîtriser. Je crois que c'est fondamental. C'est un petit peu, Fabrice Balanche, l'attitude d'Israël. On a entendu donc le ministre des Affaires israéliennes ce soir s'exprimer. Il ne s'implique pas dans la guerre, le conflit syrien. Simplement, c'est une question. Et ils avaient été très clairs sur leur ligne rouge il y a 4 ans maintenant. C'était Ehud Barak qui avait dit l'armement, le transfert d'armes vers le Hezbollah constitue une ligne rouge. Pour eux, il s'agit d'une frappe vraiment ciblée qui ne constituerait pas un pas vers une implication dans ce conflit. Oui, alors ça c'est la version officielle israélienne évidemment, hein, de frapper les transferts d'armes en direction du Hezbollah libanais. Après, lorsqu'on regarde ce qui a été quand même visé par les frappes israéliennes, on s'aperçoit que c'était quand même des stocks de munitions de la garde républicaine, des batteries antiaériennes du côté de l'aéroport de Damas et des défenses de la ville de Damas qui servent justement à préserver Damas des offensives rebelles. Alors on peut quand même se poser la question si c'est pas effectivement un coup de pouce aux rebelles, mais aux rebelles soutenus par les États-Unis. On sait que les États-Unis entraînent des rebelles syriens dans le nord de la Jordanie, ce qui leur a permis d'ouvrir un nouveau front au sud de Damas
et qu'à partir de ce front, ils aimeraient évidemment prendre la capitale, parce que si Assad perd Damas, eh bien, il n'a plus que le réduit à la ouïe où il pourrait se maintenir, mais ça accélérerait évidemment la fin de la guerre. Qatar Abou Diab, c'est une des questions qui se pose. Est-ce qu'Israël aurait pu préparer ses frappes sans que Washington soit au courant, sans finalement que Washington donne son accord? C'est vrai que les Israéliens, lorsqu'ils ont révélé, selon les directeurs d'analyse de renseignement militaire israélien, la présence d'armes chimiques, on a eu le sentiment que les Israéliens faisaient la surenchère par rapport aux Américains. Disaient à M. Obama, où est votre ligne rouge? Votre ligne rouge n'est pas respectée. Jusqu'à maintenant, rien ne prouve que ces armes chimiques ont été utilisées. Jusqu'à maintenant, on cherche les indices autour des gaz. Jusqu'à maintenant, donc, cette question a été l'entrée en scène pour les Israéliens. Mais les Israéliens, c'est vrai, depuis la guerre du Liban avec le Hezbollah en 2006, ils ont eu l'habitude de frapper les transferts d'armes. Mais comme il l'a dit M. Balanche, cette fois, ça dépassait les transferts d'armes pour frapper quelque part quand même l'infrastructure militaire de la garde républicaine, de la 4e division, ce qui signifie quand même une intervention pour changer les rapports de force. Ce que les Occidentaux n'ont pas pu faire, ce que les Occidentaux, avec les histoires de la zone d'exclusion aérienne, n'ont pas pu faire, les Israéliens ont pu faire ça dans quelques heures. Et je pense que les Américains ont profité du fait que les Russes ont eu beaucoup de problèmes pour répondre aux Israéliens, tandis qu'ils auraient pu répondre ou être très gênés par une opération américaine aux occidentales. Ce qui a donné donc à Israël une fenêtre, et je pense quand même nous sommes devant un tournant dans le conflit syrien. Ça se passe maintenant avec la diplomatie de la canonnière, mais c'est vrai, comme il a dit M. Chanulo, on parle de moyen terme, mais c'est vrai que cette diplomatie de la canonnière pourrait un jour conduire à une véritable escalade. Alors vous le disiez à l'instant, frapper vraiment le cœur du régime syrien. D'ailleurs, Damas a répondu qu'il s'agissait d'une déclaration de guerre, qu'elle ne répondrait peut-être pas tout de suite, mais qu'elle répondrait. Christelle Bernaud, vous qui êtes sur place à Jérusalem, on ne parle pas d'escalade. Benjamin Netanyahou est parti en Chine pour le voyage qui avait été prévu. On tente plutôt d'apaiser les esprits et on ne parle pas d'un départ sur un pied de guerre du tout. Non, ce que je peux vous dire, c'est que oui, Israël est toujours en état d'alerte, mais la situation reste calme dans le nord du pays. Aucun renfort de troupes n'a été déployé à la frontière. Aucun renfort de troupes n'a été déployé, pas de chars non plus déployés à la frontière. J'étais moi-même hier dans le nord du pays, à quelques kilomètres, dans la ville de Kiryat Shmona, à quelques kilomètres de la frontière libanaise. Et ce que j'ai pu constater, c'est que les Israéliens ne sont pas inquiets. Certes, ils sont prêts à toute éventualité. Les abris sont fermés, mais restent prêts à une nouvelle guerre, 24 heures sur 24. Mais en attendant, eh bien, les Israéliens continuent à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Ils sont en quelque sorte résignés, habitués à ce genre de tensions qui viennent soit de la Syrie ou bien du Liban. Et les Israéliens, eh bien, en majorité, pensent qu'il n'y aura pas d'escalade de la violence, pas de guerre imminente. Ils estiment que les forces de Bachar al-Assad et les troupes du Hezbollah libanais n'ont pas les moyens d'entrer en guerre avec Israël, notamment vu le conflit qui fait rage en Syrie. Imad Oussari, vous qui êtes activiste syrien, si on imagine que Damas, de son côté, n'a aucune envie d'ouvrir un nouveau front dans son conflit, qu'Israël, pour sa part, se contente de quelques frappes ciblées pour défendre ses lignes rouges, comment sont perçus par les rebelles syriens, par ceux qui se battent sur le terrain en Syrie, comment eux perçoivent-ils ces frappes? C'est une question très compliquée qui était posée il y a 2 jours après la frappe aérienne, parce que vous savez, traditionnellement, Israël c'est l'ennemi de peuple syrien, mais aujourd'hui il y a un ennemi qui est tous les jours qui tue les peuples syriens, et la question se posait aujourd'hui, effectivement la frappe israélienne, il a arrêté la frappe ou le bombardement de Damas, de banlieue de Damas, via le raid aérien israélien. Pour nous, est-ce que c'est positif ou non? Et notre vrai ennemi, c'est qui? C'est Israël ou c'est le régime de Bachar al-Assad? Mais moi, je crois que c'est une question qui était quand même, en ce moment, c'est il tourne très compliqué en fait aujourd'hui. Même je crois la communiqué qui était diffusée par le CNS, qui n'était pas très clair sur le sujet. Pour ça, je crois que la question elle est vraiment fondamentale. Aujourd'hui, le peuple syrien, si on parle de gens en général,
Aujourd'hui, effectivement, nous avons dans notre culture, Israël, c'est l'ennemi numéro un. Mais si on calcule aujourd'hui, Israël, combien de personnes qui a tué, combien de victimes via Israël qui ont tué les Syriens, on ne va pas dépasser 3 jours de conflit entre les régimes et le peuple syrien. Pour ça, il y a la réalité, il y a aussi l'historique avec on va dire l'éducation qu'on a reçue pendant quelques années avec Israël. Mais j'aimerais bien quand même éclairer le sujet. Pour moi, la frappe israélienne aujourd'hui, c'est un changement de scénario. Aujourd'hui, je crois que maintenant, les Américains, ils veulent prendre en main la position, ils vont prendre en main le contrôle plus qu'avant. Ça veut dire, ils sont convaincus quand même, le régime syrien, il est maintenant beaucoup plus faible qu'avant. Avant, on n'était pas vraiment sûr, on n'était pas vraiment convaincus, il va partir. Maintenant, nous sommes dans ce stade-là, en disant, ce régime il va partir. Attention, si le régime va partir, il y a l'armée et le garde républicain, il a beaucoup d'armes qui peut retourner contre Israël. Donc, Bachar al-Assad, qui était le gardien, on va dire, de frontière entre Israël et la Syrie, ça peut tourner contre eux. On peut, aujourd'hui, nous sommes OK pour chuter le régime syrien, mais avant tout, le bouton pour dire OK, la sécurité d'Israël avant tout. Mais pour rassurer la sécurité d'Israël, il faut détruire l'armée syrienne. Jean-Paul Chenelot, pour vous, s'agit-il d'un espèce de scénario post-Assad que l'on regarde là? Moi, je me garderais bien d'aller trop vite, parce que justement, je crois qu'on a été beaucoup trop vite, et nos politiques ont été trop vite en disant demain tout est fini. Donc, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Mais par rapport à Israël, je crois que ce qui vient de se passer, toutes les interprétations qu'on a vues sont assez complémentaires. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'il faut distinguer deux niveaux, le politique et le militaire. Ça affaiblit incontestablement le régime sur le plan militaire pour les raisons qui ont été dites, mais politiquement, je ne suis pas sûr que ça l'affaiblisse. Parce qu'en fait, ça montre, voilà, vous voyez, Israël nous attaque aussi, et on va pouvoir revivifier un vieux mythe dont vous venez d'exprimer la complexité. Ce vieux mythe, ça consiste à dire les Syriens ont toujours été le fer de lance du nationalisme arabe contre Israël et les protecteurs de la question palestinienne. Ce qui, à mon avis, est faux. C'est-à-dire que depuis 1973, il ne s'est jamais rien passé sur cette frontière, et s'il y a bien des gens qui ont souffert des Syriens, en dehors des Syriens, c'est évidemment les Palestiniens. Donc il y a tout un mythe, quoi. Et ce mythe, il a pris un sacré coup depuis quelque temps, mais là on le revivifie. Et ça, sur le plan politique, Bachar el-Assad, ils sont quand même assez bons sur le plan de la communication, il va l'utiliser, quoi. Vous voyez bien, c'est Israël qui nous attaque. D'ores et déjà, on en entend parler, mais ce qui explique aussi le coup de colère du Premier ministre turc aujourd'hui, Recep Erdogan. Je vous propose de l'écouter. Il fait que ça, en fait. Les raids aériens sur Damas sont inacceptables. Aucun prétexte, aucune excuse ne peut justifier cette opération. Ces attaques présentent sur un plateau d'argent des arguments à Bachar al-Assad et rendent service au régime illégal syrien. Jean-Paul Chenelot, voici donc Damas face aux États-Unis, face à Israël. Ouais. C'est exactement du point de vue de la propagande du régime syrien une aide qu'on leur offre. Et je pense aussi, enfin, la manière un peu embarrassée dont vous avez essayé d'expliquer la position des rebelles est très significative. Effectivement, ils ne peuvent pas accepter que les Israéliens viennent aider la rébellion, sinon ça la tue politiquement. Mais le fait que le régime syrien ne répond pas, le fait que le Hezbollah ne répond pas, M. Nasrallah, le secrétaire général de Hezbollah, juste 2 jours avant ces opérations israéliennes, menacé, il disait haut et fort que Damas ne tombe pas entre les mains des rebelles. Donc maintenant, les Iraniens, cette fois, au lieu d'envoyer, d'habitude, ils envoient M. Saïd Jalili, un homme dur, les secrétaires du Conseil national iranien, les négociateurs du nucléaire à Damas, comme d'habitude, pour donner de la morale au régime syrien. Car en fin de compte, il faut prendre cette réalité. Le premier cercle qui dirige vraiment la Syrie, c'est l'Iran. L'état actuel du régime syrien ressemble beaucoup à l'état de l'Italie de Mussolini par rapport à l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Et pour cela, cette fois, il envoie Salhi. Salhi, le ministre des Affaires étrangères, il est arrivé à Amman
puis à Damas. Pourquoi? Car c'est un homme, avec Ahmadinejad, était parmi les rares en Iran qui voulait le départ de Bachar al-Assad et qui voulait convaincre à un moment donné les guides suprêmes que la carte de Bachar al-Assad est finie, il faut utiliser une autre carte. Et là, on voit donc une faiblesse de la part de l'Iran, qui a des élections le 15 juin, et les coincé, une faiblesse de cet axe régional qui a imaginé à un moment donné mettre la Syrie dans sa petite poche. Vous parliez de Hassan Nasrallah. Je vous propose d'écouter ce qu'avait à dire le chef du Hezbollah il y a quelques jours seulement par rapport à ce conflit syrien dans lequel on le soupçonne, d'ailleurs le Hezbollah, d'être impliqué depuis un certain temps. Écoutez-le. La Syrie a de vrais amis dans la région. Et le monde ne permettra pas que la Syrie tombe entre les mains des Américains, ni d'Israël, ni des groupes takfiris. Ils ne laisseront pas faire ça. Les rebelles et leurs partisans ne vaincront pas Damas. Ils ne feront pas tomber le régime avec les armes. Fabrice Palanche, à partir du moment où on entendait Nasrallah aussi clairement parler d'une intervention de la part des vrais amis de la Syrie, du côté du régime syrien, est-ce qu'il ne fallait pas s'attendre à une réponse d'Israël, peut-être visant plus Téhéran qu'autre chose? Oui, je pense, parce que bon, en Israël, il y a quand même eu un débat, je dirais. Est-ce qu'on conserve notre meilleur ennemi, Bachar el-Assad, pour empêcher justement les takfiristes, les djihadistes de prendre le pouvoir à Damas? Ou alors, est-ce qu'on l'abat? Ensuite, ça sera le tour du Hezbollah libanais, et ainsi on dégage l'Iran, notre principal ennemi, de la frontière nord. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a été tranché par l'intervention israélienne à Damas, c'est-à-dire, non, au contraire, on abat le régime de manière à ce qu'on puisse repousser l'Iran loin. Car ce qui se produisait depuis quelques semaines, effectivement, vous aviez plus d'1 millier de combattants du Hezbollah dans la région de Homs, vous commenciez à avoir des combattants irakiens, chiites, qui venaient se battre en Syrie officiellement pour protéger le monastère chiite de Seth Zeynab, au sud de Damas. Donc on rentrait dans une internationalisation par le bas du conflit syrien, avec quasiment une guerre de religion qui se mettait en place entre chiites et sunnites. Mais surtout, on avait l'Iran qui montrait qu'il ne lâcherait pas le régime syrien. Et comme vous l'avez dit, qui dominait de plus en plus le régime syrien. Et peut-être qu'Israël, par cette attaque, veut signifier que maintenant nous intervenons, il faut intervenir en Syrie. Alors c'est un message envoyé aussi aux Américains, pour éviter justement la mainmise totale de l'Iran sur ce pays, et qui est peut-être une victoire potentielle de Assad face à l'insurrection avec ses alliés Hezbollah ou Iran. Imad Oussari, donc des lignes rouges israéliennes pour peut-être les raisons qu'on vient d'entendre, mais des lignes rouges qui ont été respectées côté israélien, alors que les lignes rouges américaines, on a du mal à voir où en viennent les Américains et s'ils vont vraiment intervenir. Je crois même la position de la diplomatie américaine était déjà pas très claire à l'époque de Madame Clinton et Monsieur Obama. Et je crois que c'est tout à fait ce qui s'est passé actuellement. Je crois le vrai blocage aujourd'hui de trouver, quelle que soit une solution technique, une solution politique ou une solution militaire, je crois le blocage il vient des Américains. Parce qu'aujourd'hui, les deux leviers, pourquoi on ne va pas plus loin? Première chose, c'est qui va remplacer Bachar al-Assad, qui va nous rassurer l'avenir. Comment on peut combattre aujourd'hui les extrémistes? Ça, c'est le premier point. Et en revanche, entre nous, quand je parle de Syriens, ce qui s'est passé au CNS et actuellement avec la coalition syrienne, aujourd'hui, on est incapable de convaincre ni les Syriens, ni les Occidentaux que ces coalitions sont capables de vraiment de conduire ce pays-là. Alors on va y revenir dans quelques instants, on va faire une petite pause rapidement et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie du débat.